Pour une entreprise, grandir seul, c'est un sacré défi. Pour innover, pour se développer, pour conquérir de nouveaux marchés, il faut collaborer. Et c'est là que les partenariats entrent en jeu, en ouvrant la porte à des alliances vraiment puissantes. Mais attention, cette coopération, elle a des règles bien précises. On connaît tous ce proverbe. Mais dans le monde de l'économie, aller ensemble peut parfois vouloir dire prendre des risques. La coopération est absolument essentielle, mais elle n'est pas sans danger. Alors la grande question, c'est comment collaborer efficacement sans franchir la ligne rouge. En France, le droit des affaires, il repose sur un principe fondamental, la liberté du commerce et de l'industrie. Ça veut dire, en gros, la liberté de choisir son activité, ses partenaires et de fixer ses prix. C'est cette liberté qui permet de créer des partenariats, mais elle n'est pas absolue. Elle s'arrête là où commence la nécessité d'avoir une concurrence qui soit juste et loyale pour tout le monde. Alors, voici le programme pour y voir plus clair. On va commencer par regarder deux formes de partenariat très répandues, la sous-traitance et la franchise. Ensuite, on verra ce qui se passe quand ces alliances dérapent et deviennent illégales. Et enfin, on découvrira qui est l'arbitre qui siffle la fin de la partie. Allez, on commence avec la première grande forme de partenariat, la sous-traitance. C'est une stratégie extrêmement courante qu'on utilise pour gérer des pics d'activité ou pour faire appel à une expertise qu'on n'a pas forcément chez soi. Pour bien comprendre comment ça marche, il faut visualiser trois acteurs. D'abord, il y a le client final qu'on appelle le maître d'ouvrage. C'est lui qui commande le projet. Ensuite, l'entreprise principale, le donneur d'ordre, qui a le contrat avec ce client. Et enfin, le sous-traitant, à qui le donneur d'ordre va confier une partie du travail. Alors, quelles sont les obligations de chacun ? Le donneur d'ordre doit fournir un cahier des charges clair, payer le sous-traitant à temps et attention, pour les contrats de plus de 5 000 €, il a une obligation de vigilance. Il doit vérifier que son partenaire est bien en règle, notamment au niveau fiscal et social. De son côté, le sous-traitant doit bien sûr réaliser sa mission, mais il a aussi un devoir de conseil technique. Il peut être tenu à une obligation de résultat, c'est-à-dire réussir à tout prix, ou de moyens s'il y a des aléas, comme par exemple pour une mission de conseil. Et voici le point crucial. Face au client final, le donneur d'ordre ne peut absolument pas se cacher derrière son sous-traitant. C'est lui et lui seul qui est responsable de la totalité du projet, y compris des erreurs qui pourraient être commises par son partenaire. S'il y a un défaut, c'est à lui de dédommager le client. Ensuite, il pourra éventuellement se retourner contre le sous-traitant pour se faire rembourser, mais c'est une deuxième étape. On passe maintenant à une autre forme de partenariat très populaire, la franchise. Ici, le but n'est pas de déléguer une tâche précise, mais plutôt de partager une marque, un concept et un savoir-faire. Avant de signer le moindre papier, le futur franchisé doit recevoir un document qui est absolument essentiel, le document d'information précontractuelle, qu'on appelle le DIP. Son objectif est simple, une transparence totale. Ce document doit contenir toutes les informations sincères et nécessaires pour que le candidat puisse prendre sa décision en étant vraiment bien informé. Et ce document, il est très complet. Il doit présenter l'ancienneté du franchiseur, l'état du marché, la liste des autres franchisés et même le nombre de ceux qui ont quitté le réseau. Il détaille aussi toutes les conditions du contrat et surtout les investissements précis que le franchisé devra prévoir. C'est une question qui revient très souvent. Est-ce que le franchiseur, vu qu'il fournit la marque et le concept, peut dicter ses prix aux franchisés pour que l'image de marque soit la même partout ? La réponse est non. Un franchiseur peut donner un prix de vente conseillé. Il peut suggérer une politique de prix, mais en aucun cas il ne peut l'imposer. Le franchisé est un commerçant indépendant et il doit rester maître de sa politique de prix. Lui imposer ses tarifs serait une pratique anticoncurrentielle parce que ça empêcherait les différents franchisés de se faire concurrence entre eux. Jusqu'à maintenant, on a vu la coopération légale. Mais parfois, certaines entreprises collaborent non pas pour être plus efficaces, mais pour carrément éliminer la concurrence. Et c'est là qu'on bascule dans les légalités. Il existe deux grandes familles d'ententes interdites. D'un côté, les ententes horizontales. Elles se font entre des concurrents directs. Par exemple, des fabricants qui se mettent d'accord pour augmenter leurs prix tous en même temps. De l'autre, les ententes verticales. Elles ont lieu entre des acteurs qui sont à des niveaux différents, comme un producteur et ses distributeurs. Prenons un exemple concret d'entente horizontale. Il y a quelques années, 6 géants de l'électroménager qui représentaient quand même 70% du marché français se sont entendus en secret pour appliquer des hausses de prix coordonnées. Au lieu de se faire concurrence, ils ont décidé de s'aligner au détriment bien sûr des consommateurs. Et pour une entente verticale, le cas de Rolex est très parlant. L'entreprise a interdit à tous ses distributeurs agréés de vendre ses montres sur Internet pendant plus de 10 ans. C'était une clause de leur contrat. Rolex s'est justifié en expliquant que c'était pour maîtriser son image de marque et combattre la contrefaçon, des arguments qui peuvent sembler légitimes, mais qui n'ont pas tenu. La sanction est tombée, une amende de 91 millions d'euros. L'autorité de la concurrence a jugé que cette interdiction générale et absolue de la vente en ligne était disproportionnée, qu'elle restreignait la concurrence entre les distributeurs et qu'elle nuisait aux consommateurs.
À côté des ententes, qui sont des accords entre plusieurs entreprises, il y a une autre pratique interdite, l'abus de position dominante. Là, c'est une seule entreprise qui est en cause. On ne la sanctionne pas parce qu'elle est dominante, mais parce qu'elle abuse de sa puissance pour verrouiller le marché ou pour imposer des conditions commerciales injustes. Mais alors, qui surveille tout ça? Qui est le garant de ces règles du jeu? Eh bien, c'est le rôle de l'autorité de la concurrence. C'est une autorité administrative indépendante dont la mission est de s'assurer que la concurrence fonctionne librement sur les marchés, ce qui profite à la fois aux consommateurs et aux entreprises. Ses missions sont variées. Elle enquête et elle sanctionne les pratiques comme les cartels et les abus de position dominante. Elle contrôle aussi les grandes opérations de fusion-acquisition pour s'assurer qu'elles ne vont pas créer un monopole. Et puis, elle peut donner son avis au gouvernement sur des projets de loi. Et son pouvoir, il est bien réel. Pour donner une idée de l'ampleur, entre 2009 et 2021, l'autorité a infligé plus de 8 milliards d'euros d'amendes. Ces sanctions ont un double objectif, punir les entreprises fautives et dissuader les autres de suivre le même chemin. On a vu les règles qui encadrent les partenariats et la concurrence. Mais aujourd'hui, avec l'émergence des géants du numérique qui opèrent à l'échelle mondiale, une question se pose. Est-ce que cet arsenal juridique national est encore adapté pour garantir une concurrence réellement équitable pour tous? C'est le grand défi de demain.